Un nouveau rendez-vous la semaine prochaine pour connaître du dossier de corruption impliquant Jacob Zuma. L'ancien président sera présent selon certaines sources. Ce sera plutôt vendredi que le leader de Chadema sera au tribunal en Tanzanie. L'opposant Freeman Mbowe est accusé de terrorisme. Le dossier tentative de coup d'État à Madagascar n'a pas encore livré tous ses secrets. L'instruction est toujours en cours. En attendant, 4 prévenus sont en prison. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo tente de reprendre définitivement la main sur le parti Front populaire ivoirien. La branche dite légale est dirigée par Pascal Affi-N'Guessan et celle dite Gore est restée fidèle à l'ancien président. Il organise lundi prochain une rencontre avec les instances du parti, ce qui n'est pas du goût du FPI légal. Précision. Laurent Gbagbo, qui tente de reprendre le contrôle du Front populaire ivoirien depuis son retour, n'est pas habilité à convoquer les cadres du parti, s'insurgent les responsables du FPI d'illégal. Dans un communiqué signé d'Isiaka Sangaré, secrétaire général et porte-parole du parti, le FPI AFI se dit indigné que Laurent Gbagbo se considère encore comme leur président en exercice. Sangaré dénonce un passage en force qu'il qualifie de culte de la personnalité et l'autocratie, chemin vers la dictature. Pascal Affi-N'Guessan, président de la branche légale du parti, a demandé, dit-il, de nombreuses audiences auprès de l'ancien président ivoirien sans un retour favorable. Prendre une telle décision, c'est du mépris, de la provocation. On aurait pu échanger sur les questions profondes liées à la vie du parti, parler de son avenir et se donner les meilleures chances, a-t-il ajouté. Le FPI AFI annonce également la tenue de sa propre réunion de cadres les 11, 12 et 14 août, réunion à laquelle les proches de Laurent Gbagbo ne seront pas conviés. De son côté, un haut cadre du FPI, dit Gore, assure que la réunion du 9 août aura bien lieu, ajoutant que le parti ne souhaite plus commenter les propos des proches de Pascal Affi-N'Guessan. Des manifestants ont défilé à Accra, la capitale du Ghana, lors du dernier rassemblement contre le gouvernement du président Nana Akufo-Addo sous le slogan « Fix the country ». Il s'agit de la manifestation antigouvernementale la plus récente depuis mars, lorsqu'une Cour suprême a rejeté la contestation du principal parti d'opposition contre la réélection du président Nana Akufo-Addo à la fin de l'année dernière. Menée par des militants des médias sociaux, la manifestation Fix the Country sur Twitter a mis en lumière les problèmes économiques et la gestion gouvernementale. Je vous propose de suivre quelques manifestants. Nous n'avons aucune place dans la politique, nous n'avons aucune place dans la gouvernance, nous n'avons aucune place pour apporter une quelconque contribution nationale. On nous a tous nié ce fait et il n'y a pas de solution. La jeunesse populaire ghanéenne qui s'est jointe à la manifestation Fix the Country veut protester contre le tyran, la dictature, la gouvernance népotique, la médiocrité. Le gouvernement ne sait pas ce qu'est la méritocratie. Il fait tout dans son propre intérêt. Nous sommes ici parce que nous sommes des citoyens et nous nous soucions du pays. Le gouvernement ne doit pas penser que nous sommes ici pour montrer le drapeau d'un autre parti ou pour faire avancer un agenda politique. Il s'agit de l'agenda d'un pays qui s'appelle le Ghana. Nous voulons que le Ghana ait du succès. Donc, nous sommes tous là avec cet agenda. Le NHIS devrait fonctionner. Nos dirigeants, lorsqu'ils sont malades, devraient se faire soigner ici même. Ils ne doivent pas se déplacer pour se faire soigner. Nous devrions tous pouvoir accéder aux soins de santé. C'est la raison pour laquelle je suis ici. En Afrique du Sud à présent, l'ancien président Jacob Zuma pourra assister à la reprise de son procès pour corruption la semaine prochaine. Et ce bien qu'il soit incarcéré dans une affaire distincte. C'est ce qu'a décidé un juge ce mercredi.
Jacob Zuma sera présent à son procès la semaine prochaine. Ainsi en a décidé le juge Pete Cohen ce mercredi. Le procès dans cette affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, qui implique aussi le groupe français Thales, reprendra mardi prochain en audience publique au tribunal de Pietermaritzburg, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Le mois dernier, l'ancien président sud-africain âgé de 79 ans avait comparu depuis sa prison d'Eskert à une centaine de kilomètres lors d'une courte audience virtuelle afin d'éviter de nouvelles violences. C'est en effet l'annonce de son incarcération pour avoir refusé systématiquement de comparaître devant une commission qui enquête sur la corruption sous sa présidence, qui avait déclenché les premières violences ayant dégénéré en émeutes et pillages à grande échelle dans le pays à la mi-juillet. Les avocats de Jacob Zuma avaient plaidé que la virtualité des audiences privait leurs clients de ses droits constitutionnels, notamment celui de pouvoir consulter son équipe de défense. Ils avaient ainsi demandé un report pour que l'audience puisse se dérouler en présentiel. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 euros au taux actuel, notamment de Thales, qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations. En Tanzanie, le leader du parti d'opposition Chadema comparaîtra finalement vendredi et non ce jeudi comme précédemment annoncé. Il comparaît au tribunal d'instance de Kisutu à Dar es Salaam pour terrorisme et crimes économiques. La police anti-émeute tanzanienne a arrêté ce jeudi plusieurs partisans du leader de l'opposition Freeman Mbowe devant un tribunal de Dar es Salaam où une audience pour terrorisme contre lui a été reportée. Selon son avocat maître Peter Kibatala, Freeman Mbowe devait comparaître ce jeudi devant la justice via une liaison vidéo, mais l'affaire a été reportée à vendredi en raison de problèmes de connexion. Poursuivi pour terrorisme et crimes économiques, le président du parti d'opposition Chadema et 10 de ses compagnons ont été arrêtés le 21 juillet dernier à Mwanza, une ville du nord-est, où il prévoyait un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Des arrestations dénoncées par Amnesty International. Selon les explications de Roland Ebolé, chercheur au sein de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Freeman Mbowe et 3 autres personnes sont accusées de crimes qui ont eu lieu entre mai et août l'année dernière, selon la police. Le timing de ces arrestations me semble suspect, car elles interviennent un an après les faits et à un moment où un chef de l'opposition demande des réformes constitutionnelles, a ajouté Roland Ebolé, pour qui ces allégations semblent être politiquement motivées. Face à toutes ces arrestations, Washington a exhorté la présidente Samia Suluhu Hassan, qui a pris ses fonctions en mars à la suite du décès de John Magufuli, à garantir les libertés de tous les Tanzaniens. En RDC, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde a totalisé 100 jours ce mercredi 4 août. C'est le premier gouvernement de l'Union sacrée, la nouvelle majorité souhaitée par le président Félix Tshisekedi dans le conflit qui l'opposait à son prédécesseur. Reportage. Le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde en RDC a fêté ce mercredi ses 100 jours. Une messe d'action de grâce a été organisée à Kinshasa en présence du président de la République. Le Premier ministre a dressé le bilan de son action au cours d'une émission. Jean-Michel Sama Lukonde s'est montré optimiste. Les bases ont été lancées, le cap tracé, peut-il croire. Les 100 premiers jours nous ont permis d'avoir un tableau de bord, a-t-il dit. Sur le plan économique, il a mis à l'actif de son gouvernement la stabilisation du PIB et du taux de change. Il a également cité la croissance économique qui, d'après les chiffres présentés, serait passée de 1,7% en 2020 à 4,9% en 2021. Pour le Premier ministre, la question du recensement de la population est une priorité du gouvernement. Au sein même de l'exécutif, fini les dissensions, parfois même publiques, entre les ministres.
Le gouvernement Samalou Kondé affiche sa cohésion malgré le renversement au sein de son équipe d'anciens du FCC de Joseph Kabila et d'ex-membres de l'opposition, tous autrefois ennemis. Sur le plan politique, le Premier ministre a botté en touche la question sur la proposition de loi limitant l'accès à la présidence de la République aux candidats nés de père et de mère congolais. On a plus intérêt à se concentrer sur les questions qui nous unissent que sur celles qui nous divisent, a-t-il précisé. Aussi, Jean-Michel Samalou Kondé ne s'oppose-t-il pas fermement aux concertations politiques demandées par les opposants, mais il a renvoyé la balle au chef de l'État. À Madagascar, l'instruction judiciaire continue dans l'affaire de tentative de coup d'État démantelée à une journée de son exécution. Après l'audience devant le parquet, 4 prévenus, dont Paul Rafanoarana et Philippe François, 2 Français arrêtés mardi 20 juillet, ont été transférés mercredi après-midi à la prison de Siafaï. Suivons. Les 2 Français, Paul Rafanoarana et Philippe François, interpellés dans l'affaire de tentative de coup d'État à Madagascar, ont été transférés mercredi après-midi à la prison de Siafaï. En plus d'eux, Aïna Razafindra Koto, l'associé des 2 Français dans le fonds d'investissement Sarah First, et Victor Ramayatra, ancien Premier ministre sous Didier Rattirac, consultant de l'entreprise Madagascar Oil, iront attendre le procès à la prison de Siafaï, la prison de haute sécurité du pays, située dans la capitale pour les 2 premiers, et celle d'Imerencia Tosika pour Victor Ramayatra. Selon une source proche du dossier, les épouses des 2 Français sont placées en résidence surveillée. Victor Ramayatra est passé devant le premier substitut du procureur. Il a été inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, complot pour élimination physique du chef de l'État et association de malfaiteurs. Selon une autre source qui préfère rester anonyme, 5 généraux ont été placés, eux, sous surveillance judiciaire. En tout, 21 personnes ont été déférées au parquet d'Antananarivo, confirme la procureure. Aucune autre information n'a filtré sur les autres inculpations. L'enquête de fond, elle, commence seulement, précise la procureure, auprès de la cour d'appel d'Antananarivo. De ce fait, la date du procès n'est pas connue pour le moment. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et nos programmes se poursuivent sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.